Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct sur Al24 News et vous regardez l'échiquier international. Comme vous le savez, ce vendredi, quelques 61 millions d'électeurs iraniens se sont rendus sur les 56 640 bureaux de vote prévus pour l'élection présidentielle afin de choisir le prochain président, donc choisir celui qui succédera à Ibrahim Raisi, décédé il y a plus d'un mois lors d'un tragique accident d'hélicoptère. Madame, Monsieur, avant de rentrer dans le vif du sujet avec mes invités que je vous présenterai dans quelques instants, priorité au direct, on va se diriger directement tout de suite vers l'Iran, précisément à Téhéran, où les bureaux, où les électeurs, où les citoyens iraniens continuent à influer vers les bureaux de vote. Et vous le voyez sur les images, sur ces images, et il est 22 heures actuellement en Iran. À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore de chiffres à communiquer en ce qui concerne le taux de participation intermédiaire. Vous voyez, comme vous pouvez le voir sur ces images, les files d'attente des Iraniens ou des citoyens de Téhéran sont longues et ils continuent à aller vers les bureaux de vote, je le disais, donc pour choisir le prochain président du pays à la suite. Donc c'était une élection présidentielle qui n'était pas au programme politique de cette année pour l'Iran. C'est une élection anticipée, bien évidemment. Elle revêt un grand intérêt au vu du contexte régional dans lequel est plongée la région dans laquelle se trouve l'Iran. On va justement en parler dans un instant avec mes invités. Madame, Monsieur, rebonsoir et bienvenue dans le plateau de l'échiquier international. Je vous le disais à l'instant, une élection anticipée pour les Iraniens qui n'avaient pas prévu cette année d'élire un nouveau président pour leur pays. Mais le destin a fait autrement et le tragique accident d'Ibrahim Raisi également. Et pour en parler ce soir, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Gamel Abina, observateur des questions internationales qui me rejoint depuis Paris. Bonsoir Gamel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Tina et merci pour l'invitation. Très bien. Donc Gamel, c'était une élection anticipée avec une campagne électorale courte, si je peux me permettre l'adjectif courte. Est-ce que finalement, qu'est-ce qui a attiré le plus votre attention dans cette campagne électorale? Comme vous l'avez souligné, d'abord c'est la suite d'un accident. Le président est mort, c'est inattendu. Il a fallu organiser une élection dans les 50 jours, ce que les Iraniens ont fait puisqu'ils respectent en cela le code électoral. Et on est effectivement moins d'un mois après son décès. On est dans une élection un peu précipitée, qui est relativement ouverte, dans laquelle 3 conservateurs sont présents, dont un religieux, et puis un opposant qui serait réformiste. Mais c'est vrai que cette élection était une élection qui a des enjeux importants parce que le président Raïs avait quand même une certaine popularité, une certaine crédibilité à l'international, et que ça rebat toutes les cartes au niveau de la politique iranienne. Quand on sait effectivement que le système iranien est un système bicéphale avec une direction politique classique et puis une direction religieuse. Très bien, Gamel, justement, on parle beaucoup de candidats conservateurs et de candidats réformistes. Mais qu'est-ce qu'on veut dire précisément par candidat réformiste et candidat conservateur? Alors, ce qu'on appelle conservateurs, c'est ceux qui sont sur la ligne, effectivement, des gardiens de la révolution, la ligne du Veer Khafafari, qui est le système donc iranien d'une direction politique à la fois qui doit être en conformité avec les principes et les préceptes religieux qu'avait laissé l'imam Khamenei. Donc c'est un peu une direction, comme je dis, bicéphale, dans laquelle effectivement il faut se conformer aux règles de la République islamique, puisque c'est ça dont il s'agit. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle les réformateurs, c'est ceux qui voudraient, c'est le cas avec ce réformateur d'origine d'ailleurs, il n'est pas seulement iranien, il est aussi surtout d'origine arménienne, puisqu'on l'entend dans son nom, qui voudrait faire baisser la pression sur le plan de la police des mœurs, par exemple, qui voudrait ouvrir à l'Occident, qui voudrait effectivement montrer un Iran qui serait, aux yeux occidentaux, un peu plus occidentalisé, un peu plus modernisé, c'est une question de point de vue après, face à les conservateurs qui veulent conserver les principes de la révolution islamique, qui sont les principes qui effectivement sont arrimés à l'islam et au dogme musulman. Donc c'est vrai que c'est une opposition assez frontale par rapport à ça.
Mais sur l'ensemble des politiques du pays ou sur le pacte social de l'Iran, l'ensemble des candidats sont plus ou moins sur la même ligne. Alors oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques petites différences. Le religieux s'inscrit clairement donc dans sa démarche d'un conservatisme religieux avec comme source le principe de rester aux fondamentaux de la révolution islamique de 79. Donc celui-ci, on peut pas vraiment attendre grand-chose. Ce qu'on appelle des autres conservateurs qui ne sont pas des religieux, parce qu'il faut jamais perdre de vue qu'il n'y a pas forcément que des religieux qui arrivent à la tête de l'État. On se souvient d'Ahmadinejad qui était un ingénieur et qui n'était pas du tout de la caste des religieux. Eux ont une perspective un peu plus modernisante, entre guillemets. Donc c'est des gens qui voudraient s'affranchir de codes religieux un peu trop formels, qui font un peu trop pression, dans lesquels on a du mal à s'exprimer. Et puis il y a ce qu'on appelle les réformateurs, qui sont plutôt du grand à l'époque de Khatami, qui sont plutôt des gens qui ont une lecture de la religion beaucoup plus souple et qui considèrent que pour que l'Iran puisse se développer, il faut sortir de ces oppositions Iran-Occident. Donc cette question, elle est posée avec acuité, et on sait très bien, effectivement, parce que l'Iran est un système de strates. Il n'y a pas seulement la strate politique et religieuse, où le religieux chapote avec Khomeini à l'époque, Khamenei aujourd'hui, le Conseil des gardiens de la Révolution, toutes les différentes strates comme ça de pouvoir qui séparent bien le pouvoir, qui séparent bien les ordres de pouvoir, qu'ils soient présidentiels et religieux, mais il y a aussi dans la société iranienne un système de strates de contrôle politique et de contrôle, on dira pas militaire, mais plutôt néo-militaire, puisqu'il y a effectivement, vous avez les gardiens de la révolution, vous avez donc qui garantissent le pouvoir révolutionnaire, vous avez les Bassinji qui sont plutôt dans la population, une sorte de bras armé des gardiens de la révolution, et puis vous avez la police et l'armée. Donc on a plusieurs strates comme ça différentes, qui d'un côté prennent leur source dans le religieux, de l'autre côté prennent leur source plutôt dans le principe temporel, à l'opposition du spirituel. Très bien, Gamel, la rhétorique de la campagne, selon certains médias occidentaux, s'est beaucoup penché sur cette question de conservateurs et réformateurs. Pourquoi est-ce que, encore une fois, l'Occident veut faire rentrer veut acculer l'Iran sur ces questions précises, alors que, comme je vous le disais à l'instant, on sait très bien qu'au sein de la société iranienne, il y a un pacte social, il y a une cohésion sociale. Et depuis 1979, la République islamique d'Iran a montré cette cohésion dans sa politique, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Simplement parce qu'il faut se rappeler quand même ce que veut dire Occident pour les Iraniens. Même l'Iranien le plus radicalement opposé au pouvoir spirituel, entre guillemets, le pouvoir donc des mollahs, comme on les appelle, même celui-ci se souvient quand même qu'en 53, dans les années 50, on a assassiné le Premier ministre réformateur, et c'était un vrai réformateur. Donc c'était un réformateur qui voulait récupérer les richesses du pays, qui voulait nationaliser le pétrole. Et donc ce fameux Premier ministre Mossadegh a été mis en résidence surveillée et est mort des suites de ça. Parce qu'il y a une contre-révolution qui s'est mise en place. Lui avait une démarche qui n'était pas révolutionnaire, mais qui était simplement nationaliste en termes économiques. Et donc, tout le monde se souvient de l'intervention des États-Unis, avec la CIA qui a manœuvré, pour remettre en place au centre du pouvoir le Shah d'Iran, qui était déjà très, très peu aimé, et qui a été détesté par la suite, ce fameux Shah d'Iran qui tuait par milliers les révolutionnaires iraniens en 79, on s'en souvient, qui a pris la fuite. Il n'est pas mort en Iran, il est mort à l'étranger parce qu'il a eu un cancer. Il a fui d'abord au Maroc, les États-Unis, puis après il a fini en Égypte. Et ce pouvoir du Shah d'Iran, c'est symptomatique, d'ailleurs j'avais déjà eu l'occasion de vous le dire, il a dit sur son lit de mort à un autre homme qui était plus ou moins très proche de l'Occident, Sadat, il lui a dit « Je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'Occident ne m'a pas aidé. L'Occident, c'est les États-Unis, avec Carter à l'époque, alors que je faisais exactement ce qu'on me demandait de faire. » Donc c'était vraiment le potentat, enfin la quintessence de la soumission à l'Occident par un homme qui exécutait une tâche, qui était là pour garantir les intérêts de l'Occident. Donc les Iraniens, même les plus réfractaires à la République islamique, ceux qui sont moins intéressés par les questions d'ordre religieux, les questions qui imposent le voile aux femmes, ce qui est à mon sens une erreur. On ne doit pas imposer parce que ça crée des femmes hypocrites à la fin. Si elles ne croient pas en Dieu, c'est inutile de leur imposer des codes vestimentaires. Mais bon, on comprend que l'Iran le fasse pour des raisons qui sont très anciennes. Eh bien, ces réformateurs, comme on les appelle, ne vont jamais se mettre de façon frontale contre la République islamique parce qu'ils ont compris, quand en 79, Khomeini arrive au pouvoir, qu'une guerre l'aurait imposée avec l'Irak, qui va attaquer l'Iran, il faut s'en souvenir, que cette guerre durera 8 ans et demi et que finalement, sur un match nul, l'Iran réussit à survivre à cette guerre qui lui est imposée d'extérieur et que pendant quasiment 35 ans, on n'a pas arrêté de les pointer du doigt pour les empêcher de se développer, dénoncer leur programme nucléaire civil, car il était civil, et tout faire pour déstabiliser le régime en place avec différentes pseudo-révolutions. Très bien, Gamel. Donc, est-ce qu'on peut dire maintenant que finalement, on essaye de faire payer à l'Iran des positions sur sa politique extérieure
en faisant pression sur les politiques intérieures. Et je rappelle qu'en Occident, par exemple, il y a ce parallèle aussi sur l'habillement des femmes. Aujourd'hui, les femmes en Occident n'ont pas le droit de se voiler. Et le choix, justement, sur lequel on critique l'Iran aujourd'hui est de l'autre côté interdit aux femmes en Occident, alors qu'on encourage de plus en plus les femmes à s'exhiber dans la publicité ou autre, sans prendre en considération le fait que les femmes soient des êtres humains qui ont le droit de choisir leur destinée et leur habillement finalement. En sociologie, on appelle ça la réification des femmes ou la chosification des femmes, qui consiste à effectivement faire d'une femme un objet très souvent en Occident malheureusement qui revêt des caractères sexuels. Donc la question de la manipulation des femmes pour vendre des produits, par exemple, on le sait, de la manipulation des femmes pour les réduire à l'état d'objets vraiment malléables et qu'on ne respecte pas, parce que c'est une question de respect, s'oppose de façon frontale à celle de la vision iranienne où effectivement les femmes sont surprotégées pour ne pas dire autre chose, contrôlées. Donc c'est vrai que ces lectures sont différentes. Moi j'ai des amis qui allaient en Iran, des femmes, pour un groupe de 3 femmes qui sont parties en Iran, maghrébines, et qui m'ont dit en retour direct, ils ont trouvé que ce pays merveilleux, ce qui n'est pas loin d'être la vérité, mais surtout que c'est un des pays les plus sécures de la région. Un des pays dans lesquels une femme peut tranquillement se balader dans la rue sans être agressée. Alors qu'en Occident, on agite effectivement à chaque fois des agressions contre les femmes, voilées ou pas d'ailleurs, parce que les femmes sont très souvent malheureusement réduites à l'état de choses, et on considère que c'est des objets qu'on peut contrôler ou qu'on peut utiliser. Donc c'est 2 lectures de société qui sont opposées, mais c'est vrai, vous faites bien de le dire, qu'en Iran on a imposé, pour des raisons historiques et révolutionnaires, le voile aux femmes. Rappelons quand même qu'au départ, même les femmes du parti Today communiste portaient le voile en réaction à la modernisation imposée par le Shah d'Iran, qui voulait occidentaliser sa société. Et de l'autre côté, en Occident, donc dans le monde européen pour être très clair, surtout en France, on interdit aux femmes le choix vestimentaire de porter ou de ne pas porter de voile, comme si c'était une sorte de maladie qui risquait de se répandre dans toute la société. Donc on a deux opposés dont l'un ne peut pas donner de leçon à l'autre, puisque finalement, dans un cas comme dans l'autre, il y a une répression du droit des femmes de disposer de leur propre corps. Et c'est vrai que cette hypocrisie est manifeste, et je parle bien d'hypocrisie. On ne donne pas de leçon à son voisin quand chez soi on applique des lois qui sont contre la liberté de culte ou la liberté d'expression en termes vestimentaires. C'est vrai que ces questions se posent avec acuité, mais l'usage des femmes dans le monde arabo-musulman, par l'Occident, l'usage des femmes a toujours été un levier pour faire en sorte de déstabiliser les sociétés, pour casser le tissu social, pour casser vous avez parlé de pacte civil qui fonctionne, pour tout faire pour déstabiliser ces sociétés qui, bon an mal an, essaient de s'en sortir. Très bien. Gamel, l'Iran monte en puissance avec une diplomatie très active et aujourd'hui, on l'a vu, on le voit, elle fait partie des BRICS, un apaisement des relations avec l'Arabie Saoudite, ça devient un acteur clé de la région. Dans le génocide que subit actuellement la bande de Gaza, elle fait partie de ce qu'on appelle l'axe de la résistance face à l'axe du mal composé de l'entité sioniste et de l'Occident. Finalement, est-ce que tout cela rentre dans la diabolisation de l'Iran aujourd'hui? Tout à fait, parce que l'Iran, avant 79, c'était le pire collabo des États-Unis et de la société sioniste qui l'ont créé sur place. Donc l'Iran était un véritable agent, c'était le gendarme de la région. Les États-Unis s'appuyaient beaucoup sur l'Iran, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles tous les avions iraniens militaires sont essentiellement des modèles américains F-16 et autres. Donc l'Iran était un gendarme qui a été perdu de façon inattendue. On a eu la chance de voir un Carter à l'époque, qui était un homme de paix, ne pas intervenir. Il a fait une petite intervention, mais c'était pas grand-chose, qui s'est effondré littéralement, puisqu'ils ont été balayés dans une levée d'un vent de sable dans le désert. Enfin, c'était une catastrophe comme intervention militaire, pour libérer les fameux otages dans l'ambassade d'Iran, qui a été un bras de fer qui a duré quand même 1 an. Et donc, l'Iran fait figure à la fois de résistance sur un plan idéologique. C'est quand même le premier pays à avoir voulu nationaliser son pétrole. Dans les années 50, c'est pas rien. Ensuite, ce qu'on reproche aux Iraniens, c'est pas le fait qu'il y ait une rupture avec les sionistes, ça, à la limite, c'est attendu, ça reste un pays musulman et tout peut changer du jour au lendemain. Ce qu'on leur reproche aux Iraniens, c'est surtout le fait d'avoir eu l'idée de faire du nationalisme économique, d'une souveraineté sur ses richesses et de refuser le diktat occidental. C'est ça qu'on lui reproche. L'Iran, c'était un pays facile à gérer, c'est un pays qui a rapporté, c'est un pays à qui on pouvait vendre n'importe quoi avec, il faut le rappeler quand même, en 79, 50% d'analphabètes. Ça vous donne un peu le titre d'occidentalisation. Et aujourd'hui, l'Iran, c'est un pays qui a 100% d'alphabétisation, qui est un des pays les plus avancés en matière technologique du monde, puisqu'il fait partie du club fermé des pays qui ont été dans l'espace, qui ont leurs lanceurs, qui fabriquent leurs satellites, qui ont accès au nucléaire civil, et qui ont su développer effectivement des industries assez importantes, comme l'industrie automobile Khodro, comme évidemment les industries militaires. Les Iraniens fabriquent quasiment tout. Ils ont une autonomie économique qui est très étonnante pour un pays qui part d'aussi bas. Et aujourd'hui, effectivement, ce qu'on leur reproche, c'est cela, plus, et vous l'avez bien dit, la résistance palestinienne, ce fameux axe de la liberté, on peut l'appeler comme ça, l'axe de la résistance, où ils alimentent en armes effectivement le Hezbollah, qu'il soit irakien plutôt
ou libanais, et qui alimentent les Houthis avec des missiles. On a vu une expérience hier de missiles hypersoniques, qui alimentaient les Palestiniens, parce que les Palestiniens ont bénéficié d'un peu de soutien iranien du temps de Morsi. Donc tout cela crée effectivement des conditions réelles d'un risque pour leur champion sioniste dans la région face à un Iran qui a frappé une seule fois, mais qui a démontré qu'il pouvait frapper au moment où il le voulait et quand il le voulait. Très bien, Gamel. Vous avez parlé de quelque chose de très important aujourd'hui dans le monde, qui est l'économie. Et vous l'avez dit vous-même, l'Iran est un pays qui est en train de monter en puissance grâce à sa production nationale dans plusieurs domaines. Mais l'Iran, c'est aussi un pays qui vit depuis 45 ans sous embargo occidental, un des pires embargos occidentaux imposés à un autre pays. Mais là encore, je vais faire le parallèle avec le traitement qu'il y a eu dans d'autres médias ou la façon dont on a l'habitude de présenter cette question. On a l'habitude de parler de crise économique en Iran, mais jamais on parle des sanctions. Les États-Unis ont annoncé une autre batterie de sanctions, pas plus loin qu'hier, qui vont se joindre aux 45 ans d'embargo occidental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parallèle, justement, parce qu'aujourd'hui, on oublie que l'inflation dont on parle en Iran, la crise économique dont on parle en Iran est principalement due à cet embargo? Je vais même encore plus loin. Vous savez, deux pays qui ont subi un embargo barbare, trois avec l'Irak dans les années 90, c'est l'Iran évidemment et Cuba. C'est les pays qui ont subi l'embargo le plus long. Les Cubains évidemment, qui malheureusement n'ont pas de pétrole et de gaz, souffrent encore plus de cet embargo. Mais j'appelle même pas ça un embargo, c'est un blocus littéralement, parce que plus on se rapproche de l'ogre américain et plus on est en risque. Les Iraniens bénéficient quand même d'un éloignement géographique et bénéficient d'un assouplissement sur leur politique au départ qui était très dogmatique, où ils voulaient absolument exporter la révolution islamique. C'était Khomeini qui le disait d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lire ses écrits à l'époque. Et ce discours a beaucoup été dilué dans un discours un peu plus, je dirais pas rationnel, mais un peu plus réaliste et un peu plus pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils voient l'environnement, ils détestaient les communistes soviétiques, mais ce ne sont plus des soviétiques. Donc aujourd'hui, ils se sont rapprochés des Russes, des Chinois, et ils ont su rentrer dans les BRICS de façon avec une certaine maïsra grâce à l'ancien président Raïs. Mais surtout, il faut jamais perdre de vue, l'Iran, c'est un pays qui est quasiment l'inventeur de jeu d'échecs. Donc il s'est parfaitement manœuvré, il sait apporter quelques éléments contradictoires, il sait déplacer des pièces essentielles ou reculer, et c'est un pays qui a été effectivement, vous le dites, mis sous embargo depuis 45 ans. Donc quand l'Occident parle de crise économique, il n'y a pas de crise économique en Iran. Il y a un pays qui est sous embargo, sous blocus parfois, qui est saboté de façon permanente et qui se bat avec des moyens faibles au démarrage et qui réussit plutôt bien pour un pays en difficulté. C'est vrai qu'on a un chômage qui doit friser le 10%, une inflation assez importante de 40%, et tout cela est consécutif aux attaques sur la monnaie iranienne, le rial, qui est consécutif au blocus américain qui empêche les pièces de rechange de rentrer sur le territoire, qui est consécutif à des embargos avec cette fameuse loi d'Amato-Kennedy qui interdit à n'importe quel pays d'investir en Iran sous peine d'une amende record, c'est arrivé avec la BNP par exemple, ou avec Total. Donc l'Iran effectivement est un pays cible des États-Unis parce qu'ils n'ont jamais encaissé l'humiliation effectivement de cette prise d'otage, l'humiliation de cette guerre perdue contre l'Irak parce qu'il a mis beaucoup de moyens avec l'Irak, et l'humiliation d'un pays qui s'est structuré en dépit d'un avenir qui n'était pas rose. Tout le monde rêvait de voir la révolution islamique chuter, ça n'est pas arrivé. Donc ces embargos dont on ne parle pas, sont les réelles causes des difficultés iraniennes. Preuve en est. Sous Obama, quand ils ont commencé à fléchir un peu sur les questions de l'embargo et sur les accords nucléaires qui avaient été tenus et respectés depuis 4 Trump, qui n'a pas respecté sa parole, eh bien, l'économie allait beaucoup mieux. Donc, ça prouve que les problématiques ne viennent pas de l'intérieur, mais bien de l'extérieur. Justement, vous avez parlé des États-Unis et du rôle de ces accords qui ont été signés sous Obama et puis rompus sous Trump. Et on sait que Trump pourrait revenir à la Maison-Blanche. Quel serait l'impact de la prochaine élection présidentielle sur l'Iran finalement et sur la région? Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec le retour de Trump, parce que je ne crois pas qu'il y a un doute là-dessus, le type qui est en face de lui est complètement néant, donc il est probable que Trump revienne avec un discours à la fois isolationniste américain, considère que l'America First, comme il dit tout le temps, et en même temps, il a une détestation évidente de 2 pays, pas la Russie, il n'y a jamais eu de problème avec la Russie, mais l'Iran et la Chine. L'Iran parce qu'il était influencé par son gendre qui le poussait à faire la guerre. Il a même fait une frappe une fois, ça n'a pas été une guerre directe, une frappe d'un drone qui a été intercepté. Et puis de l'autre côté, la Chine, parce que la Chine, c'est le grand concurrent économique des États-Unis qui considère que c'est une guerre économique qui doit être menée de façon frontale. Sauf que, dans son calcul, il y a 4 ans, c'était encore valable, l'Iran a su jouer habilement de sa carte de proximité géographique avec les pays de l'Est, avec les pays d'Asie, s'est rapproché de tout un tas de blocs et de dispositifs de défense. Maintenant, il y a des collaborations défensives entre ces différents pays. L'Iran a su jouer la carte des grandes puissances au profit de sa propre puissance hégémonique régionale. Et donc, le risque qui était important à l'époque va forcément baisser. Mais par contre, il faut rappeler une chose.
Quand on dit que les Occidentaux n'ont pas de parole et qu'ils ont besoin de papier pour donner une valeur à leur parole, on savait déjà qu'il y avait une certaine fourberie. Et plus encore, même lorsque vous signez un papier qu'un occidental, on ne peut pas les faire confiance, parce que là, vous voyez la signature américaine, un chef d'État arrive et il déchire immédiatement cette signature. Ça veut dire qu'on ne peut pas leur faire confiance, même sur le papier. Donc il faut rester vigilant, et je pense que l'Iran a tout intérêt à garder une certaine vigilance vis-à-vis de cet ogre américain qui est frappé, qui est blessé, qui ne va pas bien, qui sent bien qu'il recule et qu'il est en difficulté, ne serait-ce que dans le Golfe Persique, en termes de gestion des flux de transport maritime, puisqu'il n'arrive pas à stopper les Yéménites qui frappent régulièrement les bateaux en provenance de l'entité sioniste. Donc, les États-Unis se sentent en danger dans une région qu'ils croyaient contrôler, et l'Iran se sent de plus apaisé parce qu'il a su nouer un cercle d'amitié et de soutien solide dans la région pour garantir qu'on n'attaque pas directement le sol iranien. Finalement, Gamel, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire tout au long de cette émission, quel est l'enjeu de cette élection? Est-ce qu'il est interne, est-ce qu'il est externe, ou est-ce qu'il répond justement à l'échiquier international et à celui de la région? L'enjeu est très simple. D'abord, le premier enjeu, c'est le taux de participation. Et ça, les autorités iraniennes ont beaucoup insisté dessus parce qu'ils savent que l'Occident, qui a une participation microscopique dans leurs élections, vont effectivement, comme toujours, juger l'Iran alors que chez eux, ça ne se passe pas bien. Et l'autre enjeu, alors c'est un enjeu multisectoriel et multidimensionnel. Plusieurs secteurs, surtout sur l'économie et sur le rapport de l'Iran à l'extérieur qui a été apaisé grâce à l'ancien président, paix à son âme. Et sur le plan international, la question palestinienne, évidemment, on peut pas la rater. L'arrivée de Trump au pouvoir qui va devoir être gérée avec un homme qui va devoir être très habile vis-à-vis de cet homme qui est imprévisible. Et surtout la question des relations internationales parce que l'Iran s'inscrit clairement dans le nouveau bloc de l'Est. Donc tous ces rapports géopolitiques font que la donne a changé, que le fait de devoir pousser les Russes au conflit, à créer des alliances inattendues, la Russie et la Chine par exemple, et que l'Iran s'arrime complètement à ces nouvelles alliances. Il y a fort à parier avec cette fameuse évoquée tout à l'heure de cette paix avec l'Arabie que je n'appelle pas saoudite, j'appelle ça l'Arabie. Eh bien, cette paix avec l'Arabie a vraiment complètement changé les rapports géopolitiques dans la région. Preuve en est, l'Arabie maintenant s'apprête quasiment à libérer ses comptes dans d'autres monnaies que dans du dollar. Donc ça en dit long sur les changements géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques. Très bien, merci Gamel. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News.